tendances à suivre pour performer en 2022. Découvrez en exclusivité le baromètre de l'Axel avec, pour en parler, Perle Bagot, directrice associée du Hub Institute, ainsi que Vincent Monté, directeur et fondateur MBA spécialisé digital, marketing et business VP de l'Axel avec EFAP. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre... que ça fait du bien de voir des gens. On avait oublié. Je salue les online aussi. Prénom, nom sur Twitter, on peut se retrouver. Merci de votre présence. Merci Perle de cette invitation. Avec plaisir, comme chaque année. Je suis Vincent Montet, le fondateur et le directeur du MBA spécialisé à l'EFAP, mais là pour l'instant je suis le vice-président de l'Axel, l'association de la transformation numérique en France. Je suis depuis 4 ans maintenant. Je co-vice-préside avec Muriel Barnéou, qui est responsable de l'engagement sociétal à la Poste, et puis du président Laurent Nizery, qui a fondé le FinTech Forum notamment. Qu'est-ce que l'Axel? 150 entreprises transversales, multisectorielles, qui ont décidé de créer ensemble la transformation digitale. On accompagne la transformation digitale avec 3 autres thèmes: l'inclusion, la confiance et la croissance. Je ne vais pas vous dire adhérer à l'Axel, je vais vous dire allez regarder la liste des 150 entreprises, car l'adhésion n'est pas unipersonnelle. Vous avez le droit de participer à l'ensemble des Think Factory qui vont du paiement FinTech à la réinvention du travail. Et c'est la Think Factory, le Commerce Tech Club, qui a produit le 5e baromètre croissance et digital avec de nombreux partenaires. Un baromètre, ça veut dire des études régulières avec des mêmes questions, mais c'est aussi un baromètre vivant, un énorme travail. Qui on a interrogé cette année? Avec notre partenaire Ipsos, on a administré l'étude cet été, téléphonique, terrain. On voulait le retour du déconfinement. Et c'est surtout pas la Xème étude sur la transformation digitale des grandes sociétés, des organisations. Même si on a redressé nos résultats, 92%, c'est la TPE, le commerce de proximité qu'on a interrogé, à peu près bien réparti dans toute la France, vous le voyez, et 3 secteurs, le commerce, le service et le service aux particuliers. Le résultat, cette année, autant la 4e version au cœur du Covid, c'était le digital, un bouclier contre la crise, là, on est passé au moteur de la croissance. Pour 41% des entreprises, il a contribué au chiffre d'affaires. On en a même 13% qui disent c'est 25% de mon chiffre d'affaires. Et quand on regarde dans le détail ces entreprises, quelles sont-elles? Évidemment, celles qui sont en croissance, elles ont dépassé les 50% de contribution au CA. Les ETI plus nombreuses, 60%. Et surtout, celles qui ont mis en place l'omnicanalité déclarent à 65%, que leur chiffre d'affaires est en croissance. C'est le mot-clé, l'omnicanalité, Perle. Effectivement, c'est le mot-clé. C'est un mot-clé aujourd'hui pour ces petites entreprises qui sont en train d'accélérer sur le digital. C'est le mot-clé depuis quelques années pour les grandes entreprises. Et on a pris une étude justement sur le marché américain. Alors, il y a des différences par rapport au marché français et européen, mais quand même, c'est toujours intéressant de regarder. Et effectivement, ces Américains disent avoir une manière assez égale dans leur achat, qu'ils soient en ligne ou qu'ils soient en point de vente. Et donc, seulement 23% des consommateurs pensent revenir à des dépenses majoritairement en magasin post-pandémie. Ça veut bien dire effectivement qu'il y a une évolution des consommations. Et en même temps, 43% de ces consommateurs ont téléchargé l'application du magasin. Et donc, ce mobile, cette application, finalement, ce parcours en ligne, il vient directement en magasin. Et Nike le fait très bien, je crois qu'Emmanuel l'a présenté hier, où toute l'expérience client, finalement, est concentrée sur l'application. Et donc, en magasin, on va pouvoir scanner via son mobile et via l'application le produit, savoir effectivement s'il y reste du stock, les tailles, avoir des informations, le scanner et éventuellement également le payer. Et pour autant, effectivement, on retrouve la partie conseil très fortement, puisqu'on va en magasin, on le voit aussi beaucoup dans le secteur automobile, on fait beaucoup de recherches en ligne, pour autant on finit son achat pour avoir vraiment un service et puis une qualité d'accompagnement avec le conseiller. En parallèle de ça, depuis quelques mois, et on le voyait déjà en Asie, on a un petit peu parlé tout à l'heure, le live streaming c'est quand même très fortement développé. Donc cette partie accompagnement,
conseil qu'on avait en point de vente avec le vendeur, on le retrouve aujourd'hui de plus en plus en ligne, que ce soit en one-to-many ou directement en one-to-one, un certain nombre d'acteurs, je pense à la FNAC, je pense au Printemps, qui ont mis en place ce type de dispositif pendant la crise et qui continuent à le mettre en place. Là, on a pris effectivement l'exemple de la Redoute pour faire aussi écho ce matin au témoignage de Maison du Monde, où un certain nombre de partenariats sont mis en place et d'initiatives. Donc là, c'est le partenariat entre Galeries Lafayette et la Redoute, où vous pourrez retrouver justement différents objets. La partie conseil et vente à distance avec Mon Rendez-vous Shopping. Et puis, bien sûr, de l'innovation en termes d'expérience, encore une fois, pour aller plus loin, pour augmenter finalement la valeur du produit et les informations autour du produit avec de la réalité virtuelle. Alors, ce n'est pas encore le cas dans les petits commerces. Pour autant, si aujourd'hui c'est le cas dans les grands, on peut imaginer que d'ici quelques années, ce sera effectivement des innovations qui sont beaucoup plus connues et utilisées pour les petits commerces. Alors justement, le petit commerce, et tous ces résultats sont très frais. Hein. On était il y a 8 jours avec Cyril Grira et toute l'équipe de Google et les partenaires à Bercy en train de vous retransmettre les résultats. On a posé la question des bénéfices de l'omnicanalité. On peut dire que c'est l'année où la pensée commune va switcher, puisque pour 81%, c'est de la sauvegarde de l'activité. On sort du confinement, et là, le chiffre le plus important, c'est les 41% qui disent « Ah oui, mais les deux, mon activité digitale et mon activité physique. » Et c'est plus 12 points. Le maintien de la relation client, malgré la crise, ça a permis à chaque commerçant d'entretenir ses relations, à la fois le online à nouveau, et également le magasin. Et enfin, améliorer l'expérience client à travers la satisfaction et la fidélité, là aussi, pour le magasin, mais également le online. Et quand on zoome sur cette complémentarité, on voit que 62% des entreprises qui ont un point de vente physique considèrent que le digital n'est pas un concurrent. C'est plus 12 points. C'est là où on a basculé cette année. La majorité, ça fait 15 ans que dès qu'on rencontre un retailer, ah non, ça va être concurrent de physique. Là, même la TPE, même le petit commerce de proximité l'a compris. Évidemment, en fonction de leur taille, les chiffres sont encore plus importants, mais surtout, les entreprises nous disent qu'elles considèrent le numérique comme un levier important pour créer de la vente supplémentaire en magasin. Donc à la fois une non-concurrence et une complémentarité très forte. Et effectivement, 40% des ventes en ligne sont concrétisées grâce aux services physiques. Alors ça peut passer par plusieurs initiatives. Effectivement, commencer un parcours en ligne, le faire en physique, c'est une chose. Mais tout le dispositif qui ont été mis en place autour de la livraison, autour du click and collect, fait qu'effectivement, quoi qu'il en soit, à un moment, on repasse par le point de vente pour récupérer un produit, pour venir le compléter, soit en rachetant d'autres produits, soit en ayant un service supplémentaire. Donc on voit bien cette complémentarité. Et effectivement, le sujet qui était où est-ce qu'on dispatche le chiffre d'affaires entre le en ligne et le point de vente, aujourd'hui, la question, finalement, elle se pose plus du tout, mais elle se posait il y a encore très peu de temps. Et donc vraiment, il y a un switch qui est en train de se faire, qui se fait à la fois en termes d'organisation pour les retailers, mais aussi en termes pour le consommateur, en termes de fluidité d'expérience. Alors chaque année, on zoome sur les innovations apportées pour l'e-commerce. Dans ce baromètre, il y a celle du paiement plusieurs fois sans frais. On est au début, 18% l'ont mis en place ou déclarent le mettre en place. Très différent sur les ETI. Donc comme d'habitude, elles sont en avance par rapport aux TPE et aux PME, mais c'est un chiffre important. Dès cette année, ils connaissent et trouvent que c'est important. Effectivement, et là on a eu le témoignage hier d'Alma avec Lancel, qui est très emblématique de cette tendance, puisque le paiement en plusieurs fois ou alors le pay now, pay later, c'est à la fois un service qui est extrêmement satisfaisant pour le consommateur et en même temps c'est vraiment une innovation à proposer côté retailer, et on voit bien qu'en termes de business il y a une vraie différence, puisque ça se traduit par plus 20% du chiffre d'affaires en moyenne et plus 16% sur le panier moyen. Donc je vous recommande fortement de regarder l'intervention d'Alma hier en témoignage avec Lancel pour comprendre un petit peu comment c'est mis en place, puisqu'effectivement ce service, il est à la fois pour du online comme pour du offline, encore une fois, au service du consommateur, le même service en ligne et en physique pour une fluidité.
Autre bénéfice, quels sont les bénéfices du click and collect? Là, c'est 22% des entreprises de commerce qui l'ont mis en place, et principalement dans l'année du Covid. Le tiercé gagnant, c'est évidemment le maintien de l'activité malgré la crise. Hein. On est toujours dans ce baromètre post-déconfinement. Ensuite, une croissance des ventes. Et enfin, une hausse de la fréquentation en magasin. À nouveau, la complémentarité du click and collect. Et ça, effectivement, on le voit dans la manière de repenser finalement le point de vente, le magasin. Alors, un magasin alimentaire du futur, mais tout est relatif dans le terme futur, puisqu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont mises en place avec des zones vraiment dédiées sur du click and collect, sur justement des expériences qui vont être dédiées, des zones où le consommateur va pouvoir être autonome tant dans le choix de son produit que dans le paiement, avec effectivement 3 grandes tendances. L'expérience en point de vente qu'on va complètement repenser, et on le voit beaucoup quand on va à la NRF à New York, notamment effectivement chez Nike, chez Puma, proposer des zones d'expérience, de jeux, avec associé à ça des communautés qui se réunissent régulièrement. On le voyait aussi déjà il y a 3-4 ans à Shanghai dans les centres commerciaux où il y avait des espaces qui étaient dédiés pour tout ce qui était gaming. Un magasin effectivement qui va proposer, qui a vraiment dans cette optique d'hybridation, avec des showrooms, des magasins qui sont justement des pure players, des DNVB qui viennent en point de vente, et puis toute la partie dark store. On a sorti d'ailleurs un rapport dédié et un certain nombre d'articles, n'hésitez pas à aller le voir sur le site du Hub Institute, sur effectivement cette logique de réutiliser finalement les mètres carrés du magasin qui sont situés en centre-ville pour pouvoir répondre aux enjeux de livraison rapidement et efficacement. La livraison, on a vu le click and collect, là 22% à l'avoir mis en place. On a dû faire un zoom particulier pour comprendre ces 22%, un zoom sur les commerçants, et là ils sont 43% à avoir mis en place un principe de livraison, et sur ces 43%, c'est quasiment 12% qui l'ont fait dans les derniers mois pour répondre à la crise. Alors justement, des standards de livraison qui augmentent, toujours de plus en plus, un consommateur qui est de plus en plus exigeant. On voit l'apparition du click and collect à peu près en 2010. Aujourd'hui, effectivement, on est sur des livraisons entre 10 et 15 minutes. Comme Emmanuel disait ce matin, bientôt vous allez passer commande, vous aurez à peine fermé votre ordinateur, qu'on viendra sonner à votre porte pour vous livrer le produit. Alors, ça implique un certain nombre de choses derrière, mais en tout état de cause, on a des standards qui évoluent et sur lesquels il faut que les marques puissent se positionner, ou pas d'ailleurs, il peut y avoir certains partis pris, mais ces standards-là sont bien réels. Et enfin, la connaissance client, les outils de CRM. Là, on est à un grand maximum de 37%. Ce qui est intéressant, c'est que toutes celles qui le font disent c'est primordial et obligatoire. Là encore, on est à un début d'accessibilité. Si un autre mantra de l'étude, c'est comment faire, par où commencer. J'ai besoin d'être accompagné, mais la connaissance client est encore clé. Et effectivement, cette connaissance client, on en a beaucoup parlé hier après-midi, utiliser la data pour prendre des décisions, pour mieux gérer justement ses stocks, sa chaîne de valeur, optimiser les coûts et bien sûr proposer une expérience client qui soit la plus personnalisée possible. Alors dans les différents chantiers, on a analysé les compétences. Quand on regarde quel est le frein pour transformer son entreprise pour les TPE, à plus de 50%, je ne dispose pas des compétences en interne. C'est encore moins vrai pour les ETI qui sont plus matures. Une fois qu'on a dit ça, on va voir une schizophrénie incroyable du marché, puisque si elles n'ont pas des compétences, qu'est-ce qu'elles se forment? Soyez surpris, à 80%, elles ne se forment pas cette année. Elles ne savent pas où commencer. Est-ce que c'est de l'accumulation de compétences? Est-ce que c'est des outils? Est-ce que je vais me former au temps long? On sent toutes ces entreprises perdues, même si les ETI souhaitent aller plus loin. Effectivement, l'intégration de nouvelles compétences est extrêmement importante et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'un certain nombre d'entre vous êtes là aujourd'hui, pour mieux comprendre le marché, pour mieux comprendre les tendances et les innovations. Donc vraiment avoir cette ouverture d'esprit-là, et c'est pour ça qu'avec Vincent et qu'avec les FAP, on travaille sur un accompagnement et sur une formation pour accélérer sur ces enjeux de digitalisation. Père, je suis ému, ça fait 6 ans qu'on a lancé ça. Il y avait 50 élèves à Lille et à Paris il y a 6 ans.
Et aujourd'hui, on a la semaine dernière fêté le 1000e diplômé et on accueille cette année 300 étudiants sur 8 campus, Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Alger, Shanghai. Que dis-je, et même un campus distanciel cette année. Notre intention pédagogique, c'est de transformer les gens en managers du marketing et de la transformation digitale, avec des univers qui vont de la santé à la beauté et la cosmétique, à l'art et la culture, à la Chine, enfin, pas cette année, mais les autres années. Au-delà des compétences, on partage, je crois, avec le Hub, et je partagerai la pensée d'un tweetos centenaire, encore vivant, Edgar Morin, qui nous rappelle que la transformation digitale n'est pas la simple accumulation de compétences, mais bien un état d'esprit de remise en question de soi-même, et pas, encore une fois, l'accumulation de compétences. Et notre conviction dans l'intergénérationnalité, aussi bien avec les millenniums sans contrat professionnel qu'avec les seniors qui font nos formations, c'est d'accepter le temps long de la transformation, de ne pas courir après serais-je dans le multivers en NFC sur Twitch demain. Voilà, ça c'est compliqué, ce temps long, et de respecter la singularité de chacun. On croit en effet que votre première histoire est un trésor pour accompagner la transformation digitale. Et on est très heureux de ce partenariat qu'on continue. Nous aussi, Vincent, nous sommes très heureux de ce partenariat. On va conclure cette session dans la minute qui nous reste. On a parlé de retail, on a parlé d'e-commerce, on a parlé d'innovation, on a parlé de compétences. Et je vous propose de se donner rendez-vous donc, du 17 janvier au 17 février donc, pour la retail et e-commerce immersive expérience. Et je vous laisse découvrir quelques images de ce qu'on vous propose début 2022. Ton métier va parler après. Et en effet, c'est un nouveau métier à appréhender pour vous. Tenter une synthèse un petit peu de marques aujourd'hui, particulièrement la France. Et donc, il va falloir réinventer tout ça avec certes un petit peu de technologie. On se donne donc rendez-vous le 8 et 9 février pour le Hub des Future of Retail et e-commerce. Et on en profitera aussi pour faire quelques store tours, puisqu'il y a aussi beaucoup d'innovations à suivre à Paris. Merci beaucoup, Vincent. Merci de votre attention. Et si vous souhaitez vous former ou recruter, on est à votre disposition. Merci beaucoup. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci.